Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Cette semaine, nous allons nous intéresser de plus près à l'Ukraine, un pays embourbé dans un conflit depuis 3 ans avec son grand voisin russe, qui a fait déjà 9 000 morts, 21 000 blessés. En avril 2016, le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk a démissionné après une série de scandales de corruption. Il a été remplacé par un homme de 38 ans, Vladimir Groysman. Bonjour. Vous êtes le nouveau Premier ministre de l'Ukraine indépendante, le plus jeune d'ailleurs dans ce poste, d'origine juive, puisqu'on a beaucoup parlé des questions d'antisémitisme au moment de Maïdan. Bien sûr, perçu comme un homme proche du président Poroshenko, allié de longue date, vous vous voyez plutôt comme un bon manager et un réformateur prudent. On va en parler. Alors, aujourd'hui, vous espérez, avez-vous dit dans la presse, toujours adhérer à l'Union européenne. C'est notre objectif stratégique. Est-ce que vous avez l'impression que ces derniers mois, cette perspective s'est rapprochée ou éloignée? Це питання стратегічної ваги, але я хотів би перед тим сказати про те, що Vous savez, c'est une насправді question ми d'une 3 роки importance потерпаємо stratégique. від російської агресії, Mais яка je voudrais dire називається військовою que depuis ces агресією. 3 dernières années, nous souffrons beaucoup de l'agression russe. І насправді Cette agression militaire aux frontières de notre pays, qui se trouve au cœur de l'Europe, демократії в цілому. constitue un défi Що contre la démocratie стосується lancée au monde нашого entier. стратегічного вибору, то так, українські громадяни, особливо Pour ce qui est de notre stratégie, oui, les citoyens ukrainiens se sont révoltés contre le pouvoir qui a refusé de se tourner vers l'Union européenne. Et depuis, notre orientation stratégique, c'est de nous tourner vers l'Union européenne pour nous aider dans nos transformations intérieures. який має в першу чергу допомогти нам у внутрішніх трансформаціях. Alors néanmoins, votre accord d'association, qui est un grand traité en fait de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine, a été rejeté aux Pays-Bas au printemps dernier par 61% des électeurs lors d'un référendum. Est-ce que vous craignez que cet accord soit en quelque sorte mort-né? Це питання, яке має бути врегульовано в рамках Європейського C'est un problème qui doit être réglé au sein de l'Union européenne avec les Pays-Bas. на самовизначення. Nous respectons le droit de tout État à l'autodétermination. Mais l'important, c'est que notre pays ne soit pas privé de son droit à l'autodétermination, son droit de choisir l'Europe. Car l'Ukraine est un pays qui se trouve au centre de l'Europe et nous voulons améliorer le niveau de vie de notre pays pour qu'il soit conforme aux standards européens. Ce qui est important, c'est que nous nous basons sur les valeurs européennes comme la liberté d'expression, ce à quoi nous aspirons. Voilà pourquoi l'accord d'association avec l'UE est crucial pour nous et demeure possible. Інструмент, як угода про асоціацію, тільки підтримує нас на цьому шляху. Alors, votre président a rencontré Vladimir Poutine, Angela Merkel et François Hollande le 19 octobre dernier afin de relancer le processus de paix à l'est de l'Ukraine. Est-ce que vous avez le sentiment que les accords de Minsk sont plutôt enlisés, au point mort, en train justement d'être piétinés? Нам всім потрібно дуже з відкритими очима дивитись на те, що Nous devons regarder ce qui se passe en Europe avec les yeux grands ouverts. абсолютно нехтуючи будь-якими Quand on voit la Russie bafouer toutes ses responsabilités internationales à travers son intervention dans notre État souverain, elle viole nos frontières et a annexé une partie de notre territoire. Cela veut dire que la Russie a franchi une étape sans précédent contre tous les droits et les traditions de sécurité de notre continent. La clé de la résolution de ce problème se trouve dans le camp de la Fédération de Russie. C'est la Russie qui a commencé l'agression. Et du coup, c'est à la Russie de prendre la décision de retirer ses troupes, ses chars, du territoire de notre pays. Le dialogue à 4 en format Normandie est un instrument très important. L'Ukraine est un bon pays qui ne représente de menace pour aucun de ses voisins, ni pour les autres pays du monde. Nous voulons simplement vivre en paix et faire respecter notre souveraineté. Nous avons choisi pour nous-mêmes un axe, c'est d'oublier et de rejeter le passé soviétique qui restreignait notre orientation vers l'Europe, vers le monde libre. Et nous voulons que le choix de nos citoyens
soient respectés. Цивілізованого світу. І тому сьогодні ми налаштовані на те, щоб проводити внутрішні реформи і створювати нормальний рівень життя для наших людей. Alors 2 ans après les accords de paix à Minsk en septembre 2015, l'Est de l'Ukraine reste le théâtre d'un conflit, certes moins offensif qu'avant, mais encore très meurtrier. Et nous allons maintenant à Donetsk, fief des séparatistes pro-russes dans l'Est de l'Ukraine, qui vit sous perfusion de l'argent venu de Moscou, comme nous le raconte Elena Voloshin. Ну что, заводите нас, показывайте. 2 à 3 fois par semaine, les membres de cette commission gouvernementale visitent les quartiers bombardés. Leur mission, établir des listes très précises des matériaux dont chaque propriétaire a besoin pour reconstruire sa maison. Il faut des radiateurs tout neufs, remplacer tous les tuyaux de chauffage, 100% du plancher, 100% de la toiture, toutes les portes intérieures, 3 portes d'entrée, les fenêtres et le crépi sur vos murs. Si la DNR a de quoi offrir tout ceci à plus de 3700 propriétaires prévus dans son programme de reconstruction. Selon le ministère du Bâtiment de la DNR, les devis sont centralisés par une société prestataire basée à Donetsk, Trest Donbastroy. C'est elle qui passe commande en Russie, puis reçoit et distribue les matériaux. Le directeur de cette société a refusé toutes nos demandes d'interview. Alors nous rejoignons Denis à son cabinet. Nous voulons en savoir plus sur les schémas de financement. Mais notre question dérange. Bien sûr, je comprends que vous vouliez discuter de ça avec moi, mais je ne pense pas que la partie qui finance tout ceci le veuille. La reconstruction est là, il y a nous pour la réaliser et des bénévoles pour la financer. Voilà. En DNR, l'argent est un sujet tabou. C'est grâce à une autre république séparatiste pro-russe autoproclamée mais reconnue par la Russie que s'effectuent les opérations, l'Ossétie du Sud. Sa banque a signé un accord avec celle de la DNR et c'est par elle que transitent les fonds. Au marché, la plupart des stores sont baissés. Depuis le début de la guerre, l'activité ici a chuté de 90%. Est-ce que vous avez encore un contrôle économique et même politique de ces régions de Lugansk et Donetsk? En ce qui concerne les territoires qui sont occupés provisoirement par les Russes, naturellement, nous n'avons aucun contrôle, nous n'avons pas la possibilité de gérer la situation sur ce territoire. Ce qui arrive là-bas, c'est la crise, nous le savons tous, des conditions de vie très difficiles pour la population. Il nous faut maintenant restaurer une situation normale sur ce territoire annexé. Mais ce sera possible que quand les Boyevitch, ces combattants mercenaires, auront quitté le territoire, car ils représentent le danger sur ce territoire. En même temps, vous êtes tenu par les accords de Minsk d'organiser des élections dans ces régions y compris. Et vous, finalement, considérez qu'il y a des conditions pour l'instant inacceptables à la tenue de tels scrutins. Est-ce que ça va se débloquer ? Les élections sur un territoire souverain sont un instrument démocratique. En Ukraine, on organise les élections sur tout le territoire, mais il est impossible de le faire sur le territoire des miliciens séparatistes. Les élections, c'est la démocratie. Mais comment peut-on organiser des élections là où il n'y a pas de démocratie, là où les Kalachnikovs parlent avec partout les menaces de violence? Pour nous, le problème est de restaurer la paix. Ensuite, que les Boyevitch, ces combattants mercenaires, se retirent. Il faut les désarmer pour contrôler ce territoire. Or, impossible de le faire aujourd'hui, car vous avez très bien dit que la situation n'est pas apaisée. Non, même ces 24 dernières heures, nous avons eu le cas de 72 bombardements avec utilisation d'armes lourdes. Et c'est pourquoi, justement, le conflit ne s'arrête pas. Nous avons donc besoin d'une mobilisation maximum du monde entier pour arrêter ce qui se passe là-bas. Максимальна консолідація світу задля того, щоб зупинити цей безлад.
avec en effet le 16 octobre dernier un séparatiste pro-russe surnommé Motorola qui est mort dans l'explosion d'une bombe dans son immeuble. Vous le savez que le président de la République autoproclamée de Donetsk accuse toujours les autorités ukrainiennes. Vous répondez que ce sont des violences entre les rebelles eux-mêmes. Si vous permettez, ce séparatiste, plutôt ce boyevitch, ce combattant mercenaire, car il n'y a pas de séparatistes là-bas. Il y a les fanatiques et il y a les mercenaires engagés par la Russie, avec les armes russes, avec l'argent russe. Ils sont entrés sur le territoire ukrainien et ils créent des conflits. Parfois même, il y a des luttes entre eux. Ils se tuent les uns les autres. Mais il y a toujours la présence de la Fédération de Russie. Je voudrais à nouveau souligner que le problème peut être résolu seulement au sein de la Fédération de Russie. Ces mercenaires doivent prendre leur décision de partir. Si on leur donne l'ordre de le faire, ils vont partir. Alors justement, votre pays, vous êtes très intéressé par l'économie, 3% de croissance cette année. Comment vous allez réussir à relancer cette économie sans échanger avec la Russie? Est-ce que c'est possible? Nous avons parlé de l'agression militaire de la Russie, mais nous devons comprendre que nous avons subi l'ingérence économique de la Russie. La Russie a commencé son intervention militaire, l'annexion de la Crimée, et tout de suite après, elle a commencé son agression économique puissante contre notre économie, notamment sur le secteur énergétique. Car l'Ukraine dépendait en grande partie d'elle pour son approvisionnement énergétique. Et puis il y a eu la propagande russe contre nous, dont le monde entier est victime. Heureusement que certaines personnes réalisent qu'elles sont victimes de cette propagande. Mais d'autres ne le comprennent pas quand elles regardent les émissions de la télévision russe. Je donne toujours cet exemple parlant de la Crimée ukrainienne avant l'agression. La Crimée, d'avant, était une station balnéaire, un lieu de repos. Après l'annexion, la Crimée ukrainienne est devenue une base de puissance militaire. Alors je pose la question à tout le monde. Cette base militaire ne représente-t-elle pas un danger pour les États européens? Je pense que chacun doit répondre à cette question. En ce qui concerne l'économie, si on accepte une petite partie du pays qui a été annexée, il y a une grande partie de l'Ukraine qui a un fort potentiel et je veux attester que notre économie évolue. Те, про що ми сьогодні поговорили, вся інша частина має величезні потенційні можливості для розвитку. І підкреслити треба і те, що економіка сьогодні розвивається. Vous vous êtes plaint d'avoir des difficultés à remplir votre déclaration d'impôt électronique. C'est pourtant une mesure qui est encouragée par le Fonds monétaire international pour lutter contre la corruption. En particulier, c'est obligatoire pour les fonctionnaires. Ce FMI qui avait suspendu son aide en raison de la corruption, qui va le reprendre pour 7,6 milliards de dollars. Est-ce que cette lutte est véritablement active aujourd'hui? Ви сказали про корупцію. Vous avez parlé de la corruption. Чи є корупція у Франції? Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a de la corruption en France? Vous savez, ce phénomène existe dans tous les États du monde. Malheureusement, en Ukraine, pendant 20 ans, ce phénomène a pris de l'importance. C'est pourquoi nous avons travaillé avec les législateurs pour lutter contre la corruption. On a mis en place des mécanismes assez rigides pour lutter contre la corruption. Et dans la réalité, la situation a évolué grâce aux mécanismes de lutte contre la corruption. On ne le fait pas pour le Fonds monétaire international, mais pour l'Ukraine, car c'est important. En Ukraine, la corruption peut nous priver de notre avenir. C'est donc un sujet déterminant pour nous et nous devons lutter pour combattre ce phénomène si c'est possible. Il faut justement s'occuper de secteurs où la corruption sévissait, c'est-à-dire le gaz, l'industrie pharmaceutique, les privatisations et bien d'autres secteurs.
Nous avons commencé le 1er octobre la réforme judiciaire. Nous avons mis en place beaucoup de réformes. Et celles-ci sont orientées vers la lutte contre la corruption. Je pense que même les entrepreneurs français installés chez nous peuvent témoigner que la situation change. Nous avons organisé le bureau indépendant de la lutte contre la corruption. Tout cela aide à lutter contre ce phénomène. Naturellement, il reste des problèmes, mais nous luttons. En ce qui concerne ma déclaration électronique de revenus, quand j'ai fait le voyage vers Paris, moi j'ai rempli cette déclaration. Et ça, c'est la meilleure preuve que le Premier ministre du pays est déterminé à lutter contre la corruption. Il a rempli sa déclaration et c'est un message pour les autres. C'est pourquoi je reviens aux investissements. Chaque investissement fait en Ukraine doit être un succès. J'en fais une affaire personnelle, que ces investissements soient fructueux. Мій інтерес є наступним. Кожна інвестиція, яка приходить в Україну, має бути успішним. І це моя справа допомогти зробити її успішним. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous dites que vous avez montré l'exemple sur votre déclaration. Merci à vous d'avoir été notre invité. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. Nous recevons une femme importante avec Radio France Internationale. Il s'agit de Ursula von der Leyen, la ministre de la Défense d'Allemagne. Elle nous parle effectivement du point de vue de l'Allemagne sur cette politique de sécurité. À tout de suite, juste après la pause.